Le bélier. Avant de quitter pour l'instant la tête du cachalot, je voudrais que, simplement, en physiologiste, vous remarquiez particulièrement l'aspect de son front. Vu de face, n'est-ce pas celui du bélier? C'est là un point vital. Il faut que vous en soyez vous-même convaincu. Sauf de quoi vous demeurerez toujours incrédule en lisant dans les annales un fait incroyable et qui, cependant, est véridique. Dans sa position de nage ordinaire, vous observerez que le devant de la tête du cachalot présente un plan presque absolument vertical et que la partie inférieure de ce front incline fort en arrière pour recevoir la mâchoire inférieure, semblable à un arc-boutant. Vous observerez également que la bouche est entièrement située sous l'endroit où vous avez le menton. De plus, vous constaterez que la baleine n'a pas de nez ou que le peu qu'elle en a, son évent, est au sommet de la tête, que ses yeux et ses oreilles sont sur le côté de sa tête, presque au tiers de la largeur totale de son front. Vous devez donc maintenant avoir l'impression que le devant de la tête du cachalot est un mur aveugle et mort, sans nulle proéminence d'un organe tendre. Vous devez maintenant savoir que jusqu'à l'extrémité de la partie inférieure qui va en arrière, il n'y a pas trace d'eau, qu'il ne s'en trouve pas à presque 20 pieds du front. De sorte que cette formidable masse sans eau est comme un énorme bouchon. Mais vous saurez bientôt que néanmoins, elle recèle en partie l'huile la plus délicate. Sachez maintenant quelle est la nature de la substance qui imprègne toute cette chose d'apparence si tendre. Ailleurs, j'ai décrit de quelle façon la graisse enveloppe le corps de la baleine. La peau d'une orange. Il en est de même pour la tête, avec cette différence que l'enveloppe, à cet endroit, est plus mince, mais d'une dureté élastique telle qu'un homme qui ne l'a pas touchée est incapable de la concevoir. Le harpon le plus acéré, la lance la plus effilée, lancée par le bras le plus fort, rebondissent sur elle, impuissants. C'est comme si le front d'un cachalot était pavé avec des fers à chevaux. Je ne pense pas qu'il s'y cache la moindre sensibilité. Réfléchissez encore à ceci. Lorsque deux gros cargos des Indes bien chargés se bousculent et menacent de s'écraser dans les docks, que font les marins? Suspendent-ils à l'endroit où le heurt doit se produire quelque matière dure comme le bois ou le fer? Non, ils y placent des ballots d'étoupe et de liège enveloppés de la plus résistante peau de bœuf. Et ceux-ci supportent sans dommage le choc qui aurait rompu tous les anspects de chêne et toutes les pinces de fer. Cela suffit à démontrer l'évidence de ce dont je parle. De plus, j'ai supposé que ceci remplace la vessie natatoire des poissons ordinaires, car pour autant que je sache, le cachalot n'en est pas pourvu, et autrement la manière dont tantôt il plonge la tête sous la surface et tantôt il nage, la tête bien dressée, ne peut s'expliquer sinon par cette supposition, dis-je, que l'élasticité sans égale de son enveloppe, l'intérieur mystiquement alvéolé de cette tête, de cette espèce de poumon en même temps, peut avoir quelque rapport, jusqu'à présent ignoré, avec l'air ambiant et qu'il doit être sensible à la pesanteur atmosphérique, se distendant et se contractant à son gré. Vous pouvez ainsi imaginer la puissance irrésistible de l'animal, aidé par le plus impalpable et le plus fragile des éléments. Or, notez qu'en poussant irrésistiblement ce mur invisible, que rien ne peut entamer, et en même temps élastique et léger, le cachalot nage derrière une masse vivante formidable, qui ne peut être mesurée que comme les piles de bois au cordeau, et que tout cela n'obéit qu'à une seule volonté, comme s'il s'agissait du plus petit insecte. Ainsi, lorsque plus tard je vous détaillerai toutes les puissances spéciales et concentrées qui se montrent partout dans ce monstre, lorsque je vous narrerai quelques-uns des exploits les plus surprenants de sa tête, j'espère que vous serez prêts à me suivre. Quand je vous dirai que le cachalot s'est creusé un passage à travers l'isthme de Darien et qu'il a fait se mélanger ainsi l'Atlantique avec le Pacifique, vous ne sourcillerez pas. Car pour ce qui est de la vérité, vous n'êtes qu'un provincial sentimental si vous n'admettez pas la baleine dans son intégrité. Mais la claire vérité, seules les salamandres géantes doivent la raconter, et que minces sont alors les chances pour un provincial. Qu'est-il advenu du frêle garçon qui souleva le voile de la redoutable déesse de Laïs? La grande Tône d'Edelberg.
Maintenant, c'est le tour du vidage de la tône. Pour bien comprendre, il faut connaître un peu la curieuse structure de la chose sur laquelle nous allons opérer. Si vous considérez la tête du cachalot comme un solide de forme oblongue, vous pouvez, sur un plan incliné, la diviser en deux coins. Note en bas de page. Coin n'est pas un terme d'Euclide. Il appartient aux mathématiques nautiques pures. Je ne sais s'il a été défini auparavant. Un coin est un solide qui diffère d'une cale du fait que son bout pointu n'est effilé que d'un côté et non de deux. Il sert aussi aux imprimeurs. Fin de note. Donc, vous pouvez, sur un plan incliné, la diviser en deux coins, dont l'inférieur est la construction osseuse formée par le crâne et la mâchoire, et le supérieur une masse onctueuse, dépourvue d'eau. Sa partie de devant formant le front. Si vous divisez ce coin inférieur par le milieu du front, vous avez deux parties presque égales qui, auparavant, étaient divisées naturellement par un mur intérieur d'une épaisse substance tendineuse. La subdivision inférieure est nommée junk. Elle est comme un immense gâteau de miel d'huile, composé de 10 000 cellules imbriquées les unes dans les autres, lesquelles sont formées de fibres blanches et élastiques. La partie supérieure, appelée la caisse, peut être considérée comme le grand tonneau d'Heidelberg du cachalot. Et tout comme ce célèbre récipient, elle est mystérieusement sculptée sur le devant. Les rides du front de la baleine formant d'innombrables et étranges devises décoratives. De même, comme la tône de Heidelberg, qui était toujours pleine des plus excellents vins du Rhin, la tône de la baleine contient de loin le plus précieux de sa vendange huileuse, c'est-à-dire le spermaceti, si hautement apprécié à l'état absolument pur, limpide et odoriférant. Cette substance ne se trouve dans aucune autre partie de la bête. Tant qu'elle est vivante, elle reste parfaitement fluide, même lorsqu'elle est exposée à l'air. Mais elle se solidifie vite une fois qu'elle est morte, expulsée en beaux jets cristallins comme la première pellicule de glace sur l'eau. La tône d'une grande baleine donne en général 500 gallons de spermaceti, bien qu'inévitablement une quantité considérable en soit répandue et perdue sans recours, quand on travaille à son délicat transvasement. Je ne sais de quelle matière belle et coûteuse est doublée la tône de Heidelberg, mais par sa suprême richesse, cette doublure ne peut quand même pas se comparer avec la membrane soyeuse, couleur de perle, telle la doublure d'une belle pelisse, qui forme la surface intérieure de la tône du cachalot. On a donc vu que la tône de Heidelberg du cachalot embrasse toute la longueur entière du sommet de la tête. Et puisque, comme je l'ai dit ailleurs, la tête comprend le tiers de la longueur totale de l'animal, nous mettons donc cette longueur à 80 pieds, pour une assez grande baleine, et une profondeur de quelques 26 pieds lorsqu'elle se trouve hissée au flanc du navire. Lorsqu'on décapite la baleine, l'instrument de celui qui opère vient tout près de l'endroit où, par la suite, on forcera une ouverture dans le magasin à spermaceti. Il lui faut donc faire extrêmement attention à ce qu'un coup mal placé n'envahisse le sanctuaire et laisse sortir en pure perte son précieux contenu. C'est également cette partie sectionnée qui sort de l'eau, retenue par les énormes palans de dépeçage dont les emmêlements de chanvre forment de ce côté une véritable broussaille. Ceci dit, je vous prie maintenant de prêter attention à l'opération par laquelle on extrait de la baleine le contenu de sa grande tonne d'Heidelberg. Citerne et seau. Agile comme un chat, Tachetegaud grimpe dans la mâture et tout en restant debout, court sur le grand bras jusqu'à l'endroit précis où celui-ci surplombe la tône hissée. Il a emporté avec lui un cartahus. Amarrant cette poulie de façon à ce qu'elle pende du bout de la vergue, il lance un bout de la ligne jusqu'à ce qu'un homme du pont parvienne à l'attraper et à le tenir ferme. Alors, main sur main, l'Indien descend à travers les airs le long de l'autre bout de la corde pour aborder adroitement au sommet de la tête. Là,
Encore très au-dessus de l'ensemble de l'équipage, à qui il adresse des cris animés, il semble quelques muezzins turcs appelant les fidèles à la prière du haut d'un minaret. Une bêche bien aiguisée, à manches courts, lui ayant été envoyée, il cherche diligemment la place convenable pour ouvrir la tône. Il procède à ce travail avec beaucoup de soin, comme un chercheur de trésors, dans une vieille maison, sonde les murs pour trouver l'endroit où l'or a été maçonné. Cette prudente recherche terminée, une forte baille de fer, pareille au seau d'un puits, a été attachée au bout du cartahus, tandis que l'autre bout, retombant sur le pont, y est tenu par 2 ou 3 matelots vigilants. Ceux-ci hissent maintenant la baille à portée de main de l'Indien, à qui une autre personne a tendu une très longue perche. Tachetego plonge cette dernière à l'intérieur de la tône, où elle disparaît entièrement. Puis, à son signal, les marins du cartahus remontent le seau tout écumant, comme un seau de lait frais tiré par la laitière. On fait descendre avec soin le récipient au précieux contenu qu'un matelot a pour tâche de vider rapidement dans une grande cuve. Puis il remonte en l'air et fait la navette jusqu'à ce que la profonde citerne soit épuisée. Vers la fin, Tachetego doit pousser sa perche de plus en plus fort et de plus en plus profond, jusqu'à ce que le bâton soit enfoncé d'une 20aine de pieds. Or, les gens du Pécode écopaient ainsi depuis un moment. Plusieurs cuves avaient été remplies de spermacéties parfumées, quand arriva un curieux accident. Est-ce que cet Indien sauvage de Tachetego avait été assez étourdi et insouciant pour lâcher un instant la corde des palans qui maintenait la tête de la baleine? Est-ce que l'endroit où il se tenait était si traîtreusement visqueux, ou est-ce que le maudit lui-même avait voulu que ça se passe ainsi? Comment savoir? Mais soudain, au moment où la 80e ou 90e baille remontait avec des glouglous, mon Dieu, le pauvre Tachetego, tel le seau jumeau d'un puits, tomba la tête la première dans cette grande tône de Heidelberg, et dans un horrible gargouillis d'huile, disparut entièrement à nos regards. « Un homme à la mer !» cria Dago, qui, dans la consternation générale, fut le premier à reprendre ses sens. « Envoyez la baille par ici !» Mettant un pied dedans, afin de mieux assurer ses mains sur le cartahus glissant, il se fit hisser par les matelots du palan sur le sommet de la tête du cachalot, avant que Tachetego ait pu atteindre le fond intérieur. Pendant ce temps, il y eut un horrible tumulte. Regardant par-dessus bord, on vit la tête de la baleine qui, jusqu'alors, était immobile, palpiter et se soulever juste au-dessus de la surface de la mer, comme saisi soudain d'une idée importante, alors que c'était seulement le pauvre Indien qui, par des mouvements désespérés, révélait la périlleuse profondeur dans laquelle il avait sombré. À cet instant, tandis que Dago, au sommet de la tête, dégageait le cartahus, qui était embrouillé dans les grands palans à dépecer, un craquement bref se fit entendre. À l'horreur inexprimable de tous, l'un des 2 énormes crocs qui tenaient la tête en suspens se brisa et, avec une immense vibration, s'en fut pendillé sur le côté, de telle sorte que le navire, tel un ivrogne, vacilla en tremblant comme s'il avait été frappé par un iceberg. Le seul crochet restant, qui maintenant supportait tout l'effort, semblait à chaque instant sur le point de céder. Accident que rendaient encore plus probables les mouvements violents de la tête. « Descends, descends !» hurlèrent les matelots à Dago. Mais se tenant d'une main au lourd palan, de façon à rester suspendu si la tête se décrochait, le nègre, ayant débrouillé la ligne, enfonçait maintenant la baille dans l'orifice effondré, dans l'espoir que le harponneur enseveli s'y agripperait et serait hissé dehors. « Au nom du ciel, homme !» cria Stubb. Est-ce que vous bourrez un fusil? Arrêtez! À quoi voulez-vous que ça lui serve d'enfoncer cette baille cerclée de fer sur son crâne? Arrêtez, je vous dis. Gare le palan! Cria une voix qui retentit comme l'éclatement d'une fusée. Presque au même instant, avec un bruit de tonnerre, l'énorme masse s'écroula dans la mer, telle la table rocheuse du Niagara dans le remous des chutes. La coque, subitement soulagée, roula de côté jusqu'à montrer ses cuivres brillants. Et toutes les respirations s'arrêtèrent lorsque Dago, balancé maintenant au-dessus des têtes des hommes, et parfois aussi au-dessus de l'eau, apparut vaguement dans un épais brouillard d'embrun, agrippé au palan oscillant,
tandis que le pauvre Tachetegos, enseveli vivant, coulait lentement par le fond. Mais à peine la vapeur aveuglante se fut-elle dissipée, qu'on vit pendant une rapide seconde planer par-dessus le pavois un corps nu qui tenait un sabre d'abordage. La seconde suivante, un flag bruyant annonçait que mon brave Kikeg avait piqué au secours. On se précipita en tas d'un seul côté, et chaque paire-dieu comptait toutes les rides de l'eau, tandis que les minutes se succédaient sans qu'aucun signe du naufragé et du plongeur apparût. Quelques matelots sautèrent dans une embarcation et, s'écartant du vaisseau, débordèrent un peu. « Ha ha !» cria tout d'un coup Daggoo, qui maintenant se balançait en sûreté sur son perchoir. Regardant un peu plus loin, nous vîmes un bras se dresser brusquement hors des vagues bleues, spectacle aussi étrange que si on voyait un bras surgir de l'herbe au-dessus d'une tombe. « Deux, ils sont deux !» hurla de nouveau joyeusement Daggoo. Et peu après, on vit Kikeg battant hardiment l'eau d'une main, tandis qu'il agrippait de l'autre les longs cheveux de l'Indien. Hissés dans la baleinière qui les attendait, ils furent vite ramenés sur le pont. Mais Tachetegos fut long à revenir à lui, et Kikeg non plus ne semblait guère bien en point. Comment ce noble sauvetage avait-il été accompli? Eh bien, en plongeant à la poursuite de la tête qui s'enfonçait lentement. Kikeg, avec son sabre bien effilé, avait fait des entailles sur le côté, près du fond, de manière à creuser un grand trou. Puis, lâchant le sabre, il avait enfoncé son bras droit à l'intérieur de ce trou, et c'est ainsi qu'il avait tiré par la tête notre pauvre Tache. Il nous avoua qu'à sa première fouille, une jambe s'était d'abord présentée, mais sachant que ce n'était pas là ce qu'il fallait, et que cette position offrait de grandes difficultés, il avait repoussé la jambe et, par une secousse et une volte habile, il avait fait faire la culbute à l'Indien, si bien qu'à l'essai suivant, il avait pu le sortir à la bonne vieille manière, la tête la première. Quant à la grande tête elle-même, elle allait aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Et ainsi, par le courage et l'habileté accoucheuse de Kikeg, la délivrance, ou plutôt l'accouchement de Tachetegos, fut accompli avec plein succès, malgré les plus fâcheuses apparences, dans les dents même de la mort. Ce qui est une leçon qu'il ne faut pas oublier. L'art de l'accouchement devrait être enseigné en même temps que ceux de l'escrime, de la boxe, de l'équitation et de la rame. Je sais que cette étrange aventure du Gehyder paraîtra incroyable à certains terriens, bien qu'ils aient pu eux-mêmes avoir entendu parler à terre de quelqu'un qui serait tombé dans une citerne, accident assez fréquent. Alors, pourquoi pas celui de l'Indien sur une margelle de cachalot autrement glissante? Mais peut-être peut-on suggérer comment la chose a pu se produire. Vous nous dites que la tête du cachalot est sa partie la plus légère, comme du liège, et voilà que vous la faites couler dans un élément d'une densité bien plus grande que la sienne. Là, nous vous attrapons. Pas du tout. C'est moi qui vais vous attraper. Car au moment où le pauvre Tache tomba dedans, la caisse avait été vidée presque entièrement de son contenu le plus léger, ne laissant que le mur tendineux et dense du puits. Une substance, comme je l'ai dit déjà, plus lourde que l'eau, puisque si on jette un lambeau à la mer, il s'y enfonce presque comme du plomb. Mais la tendance de cette substance à s'enfoncer était dans ce cas neutralisée du fait que les autres parties de la tête y demeuraient attachées, de sorte qu'elle sombrait lentement, ce qui permit à Kikeg de faire son accouchement rapide, en courant pour ainsi dire. Eh bien oui, ce fut un accouchement express. Si Tachetegos avait péri dans cette masse, il aurait eu une fin très précieuse, étouffé dans le plus blanc et le plus délicat spermacétie parfumé. Une mise en bière, un corbillard et un tombeau dans la chambre secrète intérieure, dans le sanctum sanctorum de la baleine. On aurait pu lui comparer que la mort délicieuse d'un chasseur de miel de l'Ohio, qui, cherchant le miel dans la fourche d'un arbre creux, en trouva une telle quantité que, se penchant de trop près, le miel le suça, de sorte qu'il mourut embaumé. Combien, pensez-vous, sont de la même manière tombés dans la tête à miel de Platon et ont doucement péri? Le verger. Scrutez les lignes du visage ou toutes les bosses de ce Léviathan, chose qu'aucun physionomiste ni phrénologiste n'a tenté jusqu'ici.
Cette entreprise semble aussi féconde que l'eût été celle de Lavater, examinant les rides du rocher de Gibraltar, ou celle de Gall, grimpant à une échelle et manipulant le dôme du Panthéon. Néanmoins, dans son célèbre ouvrage, Lavater traite non seulement des diverses figures des hommes, mais aussi il étudie attentivement les faces des chevaux, des oiseaux, des serpents et des poissons. Et il s'attarde à des détails de modification d'expression qu'on y rencontre. Gall et son disciple Spurzheim ne manquent pas non plus d'émettre des suggestions touchant les caractéristiques phrénologiques des autres êtres que l'homme. Pourquoi donc ne serais-je pas le pionnier de l'application de ces deux demi-sciences à la baleine ? J'essaye tout et réalise ce que je peux. Physionomiquement considéré, le cachalot est une créature anormale. Il n'a point de vrai nez. Et puisque parmi tous les traits, le nez est le plus central, le plus en évidence, et puisque peut-être c'est lui qui modifie le plus et contrôle finalement l'expression de tous les autres, il semblerait que son absence doive énormément influer sur l'aspect de la baleine. Car, de même qu'une flèche, une coupole, une tour ou un monument quelconque peut être considéré comme indispensable pour rendre complet un paysage, de même aucun visage ne peut être harmonieux sans le haut beffroi ajouré du nez. Casser le nez du Zeus en marbre de Phidias, quelle triste ruine ce sera. Néanmoins, le Léviathan est d'une si puissante grandeur, il est si majestueux dans toutes ses proportions, que la mutilation qui rendrait hideux le Zeus sculpté n'est pas chez lui un défaut. Ce lui est même une grandeur de plus. Un nez à la baleine semblerait une impertinence. Tandis qu'au cours de notre randonnée physionomiste, vous faites le tour de sa vaste tête dans votre petit canot, la noble idée que vous vous faites de lui n'est jamais avilie par la réflexion qu'il a un nez qu'on pourrait tirer. Idée saugrenue qui, souvent, peut s'imposer à vous devant le plus puissant des rois, assis sur son trône. Peut-être que la plus imposante vue physionomiste qu'on puisse avoir du cachalot est celle de sa tête vue de face. Vu ainsi, il apparaît sublime. Un beau front humain est comme l'Est lorsqu'il est touché par le matin. Dans la paix des pâturages, le front bouclé du taureau est marqué de grandeur. Poussant de lourds canons sur un sentier de montagne, le front de l'éléphant est majestueux. Humain ou animal, un front mystique est comme ce grand sceau d'or que les empereurs allemands apposaient au bas de leurs décrets. Il signifie « fait de ma main, ce jour, signé Dieu ». Mais chez la plupart des créatures, notamment chez l'homme, le front n'est qu'une simple bande de terre alpine le long de la ligne de neige. Rares sont les fronts qui, comme celui de Shakespeare ou de Melanchthon, montent si haut et descendent si bas que les yeux semblent des lacs de montagne, sans marée, clairs, éternels. Et au-dessus d'eux, dans les rides du front, on peut suivre à la piste les pensées qui descendent pour boire, comme des cerfs, de même que les chasseurs des Highlands suivent les daims à leurs empreintes. Chez le grand cachalot, cette dignité hautaine, comme chez les dieux, est inhérente à l'ampleur du front, et, à le voir de face, vous pressentez le Dieu en lui et les puissances redoutables, mieux que vous ne pouvez le faire devant n'importe qui d'autre de vivant dans la nature. De façon précise, rien ne se montre en lui. Il n'a à proprement parler aucun visage. Il ne semble posséder ni nez, ni œil, ni oreille, ni bouche. Par contre, son front large, comme un firmament plein d'énigmes, est une muette menace pour le canot, le vaisseau et les hommes. Ce front merveilleux ne diminue point vu de profil, bien que sa grandeur ne vous frappe pas autant. Mais alors vous apercevez nettement cette dépression horizontale en demi-lune qui, chez l'homme, d'après Lavater, est la marque du génie. Quoi, direz-vous du génie dans le cachalot ? Le cachalot a-t-il jamais écrit un livre ? A-t-il jamais prononcé un discours ? Non, son grand génie se manifeste en ce qu'il ne ferait rien de particulier pour le prouver. Mieux,
il le déclare par son silence pyramidal. Ceci me fait souvenir que si le cachalot avait été connu du Jeune Orient, il aurait été déifié dans ses pensées d'enfant mage. Ils ont déifié le crocodile du Nil parce qu'il est dépourvu de langue, ou du moins qu'elle est si petite qu'elle ne paraît pas. Et le cachalot n'a pas de langue. Ou tout au moins, elle est si extraordinairement petite qu'elle est absolument incapable de bavardage. Si dans le futur quelque nation très évoluée et poétique rétablit les joyeux dieux printaniers d'antan dans leur droit d'aînesse et les intronise à nouveau dans le ciel, ce ciel qui de nos jours est une colline déserte, vous pouvez être assuré qu'à la place de Jupiter, le grand cachalot s'y dressera en figure de seigneur. Champollion a déchiffré des hiéroglyphes de granit, mais nul Champollion n'a déchiffré l'Égypte de chaque homme et de chaque visage. Comme toutes les autres sciences, la physiognomonie n'est qu'une fable passagère. Et si donc Sir William Jones, qui lisait 30 langues, ne pouvait déceler dans le visage du plus humble paysan ses significations les plus profondes et les plus subtiles, comment moi, Ismaël, l'illettré, pourrais-je déchiffrer le terrible front chaldéen du cachalot? Je ne fais que vous mettre ce front sous les yeux. Lisez-le si vous pouvez. La noix. Si physio-gnomoniquement le cachalot est un sphinx, son cerveau, pour le phrénologiste, semble un cercle sans quadrature. Chez le sujet adulte, le crâne mesure au moins 20 pieds de long. Si on démonte sa mâchoire inférieure, la vue du côté de ce crâne est semblable à celle d'un rabot modérément incliné, qui pourtant reposerait sur une base plane. Mais lorsqu'il est vivant, comme nous l'avons vu ailleurs, ce plan incliné se trouve rempli et rendu carré par l'énorme masse de circonvolution et de spermacétie. Le bout extrême du crâne forme un cratère dans lequel repose une partie de cette masse, et sous la longue paroi de ce cratère, dans une autre cavité qui rarement dépasse 10 pouces de long et autant de profondeur, repose le cerveau du monstre, à peine plus gros qu'un poing. Ce cerveau est au moins à 20 pieds de l'endroit du front où il semble être. Il se trouve caché derrière ces vastes ouvrages extérieurs, comme l'imprenable citadelle de Québec, derrière ses amples fortifications. Pareil à un coffret rare, il est si bien caché que j'ai connu des baleiniers qui affirmaient que le cachalot n'avait d'autre cerveau que les mètres cubes de son magasin de spermacétie. Lové en d'étranges plis et circonvolutions, ce cerveau semble donner une idée assez en accord avec la puissance générale de l'animal, comme étant le siège mystique de son intelligence. Il est donc clair, phrénologiquement, que la tête de ce Léviathan, à l'état vivant, est mystérieuse. Et on ne peut rien inférer de ce cerveau car, comme toutes les choses très grandes, il se cache au vulgaire. Si on débarrasse son crâne de la masse de spermacétie et qu'on le regarde par derrière, on est frappé de sa ressemblance avec un crâne humain. Et même si on plaçait ce crâne renversé, mis à l'échelle humaine bien entendu, parmi d'autres crânes d'hommes, on le confondrait avec eux. Et pour parler le langage phrénologique, on dirait, en remarquant les dépressions d'une partie de son sommet, cet homme n'avait nulle estime exagérée de soi-même, ne gonflait pas sa propre importance. Ce qui fait un effet assez réjouissant si, en même temps, on pense à la puissance et à la masse prodigieuse de l'original. Mais si vous jugez que le cerveau de la baleine ne peut être comparé à rien, ni catalogué, j'ai alors une autre idée à proposer. En regardant attentivement la colonne vertébrale de n'importe quel quadrupède, on est frappé par la ressemblance des vertèbres avec un collier de crâne qui aurait été rapetissé et se disant avec le cerveau lui-même. C'est une idée allemande que les vertèbres ne sont que des crânes non développés. Mais je suppose que les Allemands n'ont pas été les premiers à s'apercevoir de cette curieuse ressemblance extérieure. Un jour, un de mes amis étrangers me l'a fait remarquer dans le squelette d'un ennemi qu'il avait tué. Et alors qu'il était en train d'incruster dans les vertèbres de ce dernier une sorte de bas-relief représentant la proue pointue de son canoë. Or, je considère que les phrénologistes
ont omis une chose importante en ne poussant pas plus loin leur enquête sur le trajet de la moelle épinière à travers l'épine dorsale. Qui que vous soyez, j'aimerais mieux tâter votre épine dorsale que votre crâne. Une solive épineuse n'a jamais, jusqu'ici, soutenu une âme pleine et noble. Je me loue de mon épine comme du bâton ferme et audacieux de ce drapeau que je brandis devant la moitié du monde. Regardons phrénologiquement l'épine dorsale du cachalot. La cavité de son crâne se continue dans la première vertèbre, et dans cette vertèbre, la base du canal contenant la moelle épinière mesure 10 pouces de large sur 8 de haut. Elle affecte une forme triangulaire dont la base serait en bas. À mesure qu'il traverse les vertèbres suivantes, le canal se rétrécit, sans cependant cesser d'être d'une grande capacité. Or, bien entendu, ce canal est rempli de la même substance fibreuse, la moelle épinière, que le cerveau avec lequel il communique. De plus, la moelle épinière garde longtemps la même importance après sa sortie du cerveau, qu'elle égale presque. Ceci dit, il est raisonnable de dresser le plan de l'épine dorsale de la baleine, la merveilleuse petitesse de son cerveau se trouvant compensée par la merveilleuse grandeur de sa moelle épinière. Mais laissons cette suggestion aux phrénologistes. Ce que je voudrais seulement faire admettre, pour un moment, c'est la théorie de la moelle épinière à propos de la bosse du cachalot. Si je ne me trompe, cette auguste bosse s'élève au-dessus d'une des plus grandes vertèbres, et en est donc, en quelque sorte, la contrepartie, le moulage extérieur. Pour cette raison, j'appellerais cette haute bosse le siège de la fermeté et de la vertu indomptable du cachalot. Que ce grand monstre soit indomptable, vous allez avoir encore de bonnes raisons de vous en rendre compte.